Putain. Tiens, tiens, tiens. Trump est à la croisée des chemins. Il a accepté de rencontrer Vladimir Poutine en Alaska pour discuter d'un cessez-le-feu en Ukraine. Mais une chose est claire, il ne peut pas échanger le territoire ukrainien contre une paix future. Nous avons déjà essayé cela avec Chamberlain et cela n'a pas fonctionné. Son choix ne décidera pas seulement du sort de l'Ukraine, mais aussi de la sécurité future des États-Unis et du monde libre. Mais pour vraiment comprendre pourquoi cette réunion est un moment aussi décisif, nous devons revenir en arrière et regarder ce qui s'est passé hier. Donald Trump affichait un large sourire en accueillant le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à la Maison-Blanche. Et il n'y a rien d'étonnant à cela. Le président américain semble avoir résolu un conflit vieux de plusieurs décennies, assurant à Washington des droits exclusifs de développement sur un corridor stratégique à travers le Caucase du Sud riche en énergie. La route Trump pour la paix et la prospérité internationale, qui est une zone de transit spéciale permettant à l'Azerbaïdjan d'accéder pleinement à son territoire du Nakhichevan tout en respectant pleinement la souveraineté de l'Arménie. C'est donc un enjeu majeur pour Trump, surtout à l'approche du sommet de la semaine prochaine avec Vladimir Poutine, car la Russie considère les deux anciennes républiques soviétiques comme faisant fermement partie de sa sphère d'influence. La Turquie, soutien de longue date de son voisin l'Azerbaïdjan, a déclaré qu'elle saluait les progrès réalisés vers une paix durable. Maintenant, les Russes sont très mécontents de cet accord. Non pas parce que nous avons maintenant la paix, mais parce que les États-Unis étaient impliqués, et qu'ils se sont impliqués dans ce qu'on appelle la sphère d'influence russe. Ce pont, surnommé le pont Trump, traverserait la province arménienne, reliant l'Azerbaïdjan à une enclave à laquelle il a toujours voulu être relié. Pour Washington, c'est une occasion de saper la Russie et l'Iran dans leur propre arrière-cour. Le projet est situé sur une ligne de faille géopolitique, où la Russie perd de l'influence, et l'Iran voit ses frontières se rétrécir. La Turquie obtient une route commerciale orientale prisée. Les entreprises américaines ont également obtenu des droits exclusifs de développement pour ce corridor stratégique vital qui reliera l'Europe à l'Asie. Cela contrecarre l'influence russe et iranienne dans la région grâce à une expansion économique et diplomatique. Comme si cela ne suffisait pas, le partenariat Azerbaïdjan-États-Unis ouvre également la voie à une aide militaire américaine, à des armes de pointe, à des programmes d'entraînement conjoints et à un partage de renseignements en temps réel, renforçant la capacité de l'Azerbaïdjan à contrer les menaces de l'Iran et de la Russie. Si vous avez suivi cette région, vous savez que l'Azerbaïdjan et la Russie ont eu quelques tensions ces derniers mois. Depuis que la Russie a abattu un avion civil azerbaïdjanais en pensant à tort qu'il s'agissait d'un drone ukrainien. Ils ne se sont jamais excusés pour cela par la suite. En fait, ils ont même essayé de rejeter toute la faute sur le pilote azerbaïdjanais qui est décédé en tentant d'atterrir l'avion en toute sécurité. Depuis lors, l'Azerbaïdjan est devenu un grand soutien de l'Ukraine, augmentant sans cesse son appui à la lutte de l'Ukraine pour sa liberté. Eh bien, cela a déplu à la Russie, et elle a tenté de faire pression sur l'Azerbaïdjan pour qu'il recule, en positionnant des troupes russes à la frontière et en renforçant également la base russe en Arménie. Ce partenariat entre les États-Unis et l'Azerbaïdjan change désormais la donne pour la Russie. Poutine commence à se rendre compte que les pays ne toléreront plus l'intimidation russe. Donc, tout cela était sans aucun doute une excellente nouvelle d'hier, mais ce qui est venu après inquiète beaucoup de gens. Et cela concerne l'Ukraine. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » ci-dessous et de vous abonner, car cela nous aide vraiment à diffuser l'actualité à un plus grand nombre de personnes. Commençons maintenant par l'annonce du président Trump concernant sa rencontre avec Vladimir Poutine. Cela aurait pu arriver plus tôt, mais je suppose que les gens doivent prendre des mesures de sécurité malheureusement. Sinon, je le ferai beaucoup plus rapidement. Les dirigeants, ils veulent voir la paix. Le président Poutine, je crois, veut voir la paix et Zelensky veut voir la paix. Maintenant, le président Zelensky doit réunir tous ses
tout ce dont il a besoin parce qu'il va devoir se préparer à signer quelque chose et je pense qu'il travaille dur pour y parvenir. Zelensky doit céder sa place à Monsieur le Président. Eh bien, vous regardez un territoire qui a été disputé pendant 3 ans et demi. Vous savez, beaucoup de Russes sont morts, beaucoup d'Ukrainiens sont morts. Donc, c'est ce que nous voyons, mais en réalité, nous cherchons à en récupérer une partie. Et quelques échanges, c'est compliqué, ce n'est vraiment pas facile. C'est très compliqué, mais nous allons en récupérer une partie. Nous allons en récupérer. Il y aura des échanges. Il y aura des échanges de territoire pour le bénéfice des deux parties. Mais nous en parlerons soit plus tard, soit demain ou à un autre moment. Peu après la conférence de presse, le président Trump il annonçait la réunion et le lieu sur Twitter. La rencontre très attendue entre moi-même, en tant que président des États-Unis, et le président Vladimir Poutine de Russie, aura lieu vendredi prochain, le 15 août 2025, dans le grand État de l'Alaska. D'autres détails suivront. Merci de votre attention. Permettez-moi de résumer brièvement les événements des 2 dernières semaines, avant de parler de la proposition de paix, qui sera discutée entre les États-Unis et la Russie. Il y a environ 11 jours, le président Trump a donné un ultimatum à Poutine. S'il n'y a pas de cessez-le-feu en Ukraine à la fin du délai de 10 jours, les États-Unis imposeront des sanctions secondaires à chaque pays qui soutient la machine de guerre russe. Autrement dit, tout pays qui achète du pétrole russe fera face à un tarif supplémentaire de 100% sur tous les biens qu'il vend aux États-Unis. C'était vraiment un ultimatum énorme, car cela mettrait beaucoup de pression sur des pays comme l'Inde, la Chine, la Turquie, le Brésil pour qu'ils arrêtent d'acheter du pétrole russe, ce qui nuirait à la capacité de la Russie de poursuivre cette guerre. C'est une excellente échéance. Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Eh bien, selon le président Trump lui-même, il a fait cela parce que Poutine continuait de bombarder des civils et des bâtiments ukrainiens, même en affirmant qu'il ne cherchait pas à tuer de civils. C'est pour cela que le président Trump a fait cela. C'était une excellente chose, mais il n'a jamais vraiment mis sa menace à exécution. Vous voyez, environ 7 jours après avoir annoncé la date limite, l'envoyé spécial Steve Witkoff s'est rendu à Moscou, a rencontré Poutine, puis est revenu. Après la réunion, Trump a imposé un tarif de 25% à l'Inde car ils achetèrent du pétrole russe et soutenaient l'effort de guerre. C'est logique. L'Inde était le 2e plus grand acheteur de pétrole brut russe, donc c'est bien qu'on tente de stopper ça. Mais les 10 jours sont passés, sans aucune pression sur la Chine ou le Brésil. En fait, le président Trump annonce qu'il va rencontrer Poutine. Et il essaie de présenter cela comme quelque chose de nouveau. Il tente de faire croire que des progrès ont été réalisés dans les négociations. En réalité, Poutine supplie Trump pour une rencontre depuis son arrivée au pouvoir. Il n'y a donc rien de nouveau dans la situation actuelle. C'est quelque chose que nous aurions pu faire même avant la date limite. À quoi bon donner une date limite si nous n'allons pas la respecter ? Il n'a répondu à aucune question sur la date limite. Il n'a même pas mentionné vendredi que la date limite expirait aujourd'hui. Il n'en a absolument pas parlé. Et cela ne fait qu'encourager la Russie à poursuivre cette guerre, car ils se rendent compte que les États-Unis ne vont exercer aucune pression sur les alliés de la Russie. Alors pourquoi s'arrêter maintenant ? Donc oui, je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont très frustrés, mais croyez-moi, cela n'est rien comparé à la frustration que vous ressentirez lorsque vous verrez cette proposition de paix que les États-Unis et la Russie pourraient discuter lors de leur sommet. L'administration Trump serait en train de finaliser une proposition de paix qui permettrait à la Russie de prendre le contrôle de l'ensemble de la région de Donetsk et forcerait l'Ukraine à céder la partie non occupée. Tout le territoire actuellement occupé par la Russie resterait également sous contrôle russe. Donc aucun compromis du côté de la Russie. Maintenant, il y a une chose que je veux mentionner, et je suis sûr que je vais me sentir idiot de le dire, mais ce n'est qu'un rapport de Bloomberg. La Maison-Blanche n'a pas confirmé cela. Mais la raison pour laquelle je présente cela, c'est parce que pratiquement tous les rapports qui sont sortis avant que la Maison-Blanche ne les confirme se sont révélés vrais, surtout ceux de Bloomberg. Il est donc très probable que ce soit le cas, mais la Maison-Blanche n'a pas fait de commentaires publics à ce sujet. Mais bref, poursuivons le rapport. Selon Bloomberg, l'accord impliquerait que la Russie prenne le contrôle de l'ensemble du Donbass et gèle les lignes de contact ailleurs. L'objectif rapporté est de geler la guerre, d'ouvrir la voie à un cessez-le-feu et à des discussions techniques sur un règlement de paix définitif. Il n'est pas clair si la Russie devrait rendre un territoire ou remettre la centrale nucléaire de Zaporijia. L'accord présenterait, selon les informations, à l'Ukraine et à l'Europe un ultimatum à prendre ou à laisser.
Un tel accord serait clairement une catastrophe pour l'Ukraine et représenterait une capitulation évidente des États-Unis face à la Russie. Des centaines de milliers de personnes vivent encore dans la partie non occupée de la région de Donetsk et devraient probablement être évacuées. L'accord exigerait également que l'Ukraine cède ses lignes défensives fortement fortifiées, tout comme l'accord de Munich de Chamberlain l'a fait pour la Tchécoslovaquie en 1938. La prochaine invasion de l'Ukraine par la Russie serait grandement facilitée. C'est ce dont Steve Witkoff et Poutine ont discuté lorsqu'ils se sont rencontrés mercredi, et apparemment cela pourrait avancer. Cela mettrait simplement la pression sur l'Ukraine pour qu'elle abandonne son territoire, ou bien elle serait perçue comme le pays qui fait obstacle à la paix. La question évidente se pose, que la Russie abandonne-t-elle dans ce plan de paix ? Après tout, c'est Poutine, Vladimir Poutine, qui a lancé une invasion illégale d'un pays souverain. Eh bien, laissez-moi vous dire que, selon ce plan de paix, Poutine proposera une loi s'engageant à ne pas attaquer l'Ukraine ou l'Europe. La Russie ne renonce qu'à cela. Une loi dans leur parlement, qui est loin d'être une démocratie. Ce n'est pas comme s'ils étaient obligés de respecter la loi, et Poutine le sait très bien. Et comme si cela n'était pas déjà assez embarrassant pour les États-Unis, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Il y a seulement quelques mois, nous avons appris que le fils d'un ancien haut responsable de la CIA combattait pour la Russie. Il a été envoyé en première ligne avec les forces russes, comme chair à canon, et il est mort en combattant contre l'Ukraine. Le gars, dont le nom était Mikhail Gloss, avait des problèmes de santé mentale, et il avait été séparé de sa famille. Eh bien, après que Poutine a appris qu'il était le fils d'un directeur de la CIA, il a décerné l'ordre de Lénine, qui est la plus haute distinction civile en Russie, à Steve Witkoff, pour qu'il la remette aux parents de ce gars. J'espère que Witkoff a refusé cette récompense, mais nous n'avons aucune information à ce sujet pour le moment. C'était essentiellement une gifle pour une institution américaine qui lutte contre Poutine, l'Union soviétique et la Russie depuis sa création.